À des périodes déterminantes de l'histoire de l'humanité, des êtres d'exception apparaissent. Henri Sidambarom est de cette lignée. Une race d'hommes hors pair qui ont à jamais laissé une empreinte indélébile de leur passage sur cette terre guadeloupéenne. Et bien au-delà. Né à la Capesterre le 5 juillet 1863, sur l'habitation Source Pérou, Henri Sidambarom est issu de la première génération d'Indiens de Guadeloupe. Ses parents, originaires du Tamil Nadu, un état du sud de l'Inde, faisaient partie de ces convois qui arrivèrent en Guadeloupe dès le 24 décembre 1854 pour remplacer la main-d'œuvre des nègres esclaves fraîchement libérés. Son père, Joseph Sidambarom, et sa mère, Alamélou, ont été attribués à M. Marc Bonaf, un colon propriétaire de l'habitation Grand-Rivière de la Capesterre. Très tôt, le jeune Henri fut scolarisé à l'école communale de la Capesterre. Il se révèle extrêmement doué pour l'apprentissage scolaire. Et à 7 ans, son père décide de l'envoyer à Pointe-à-Pitre, dans l'institution des frères de Ploermel. Là, il progresse d'une formidable manière, en devenant l'élève le plus brillant. Sachant les difficultés rencontrées par son père dans sa correspondance avec l'administration française et la direction des sucreries coloniales, le petit Henri développe considérablement sa maîtrise de la langue française afin d'aider celui-ci. Cela l'amène également à cerner tous les problèmes que rencontrent les travailleurs indiens dans l'économie sucrière de la Guadeloupe. Il a 17 ans en 1880 quand sa mère meurt à l'âge de 37 ans, emportée par une bronchopneumonie. Son père, profondément affecté, est désemparé, au point qu'Henri soit obligé d'abandonner ses études. Très rapidement, il trouve un emploi à la perception de la Capesterre, puis au bureau central de l'immigration à Basse-Terre comme commis. Le soir, il hante l'enceinte du Conseil général en assistant aux délibérations des élus et il comprend rapidement l'importance de la politique dans les orientations et les choix économiques et administratifs de la colonie. Sa voie est désormais tracée. Ainsi, il pourra influer sur la destinée des travailleurs et des ouvriers des plantations. Fort de sa décision, il quitte Basse-Terre et s'installe à Pointe-à-Pitre, où il prend la tête d'une importante maison de commerce que vient de créer un de ses parents, Adolphe Sidambarom. Au cours de l'année 1882, Henri épouse une indienne native de Capesterre. Elle s'appelle Rose Nagaman Narambin. 5 garçons et 2 filles naquirent de cette union. Fidèle à ses objectifs, il se lance dans la politique à Pointe-à-Pitre. Henri Sidambarom écrit dans le journal La Vérité de son ami Léopold Dorval et est inscrit au parti de Légitimus. Il se déclare candidat aux élections municipales de juin 1897, où avec 881 voix, il est élu sur la liste de Charles Danaé. Deux ans plus tard, son père connaît des ennuis de santé. Il revient alors dans sa commune natale afin de gérer les affaires familiales. Et en 1900, il bâtit sa demeure dans le bourg et s'installe à son compte en ouvrant une épicerie et un magasin de matériaux de construction. Arsène Monrose, qui l'a connu bien après, s'en souvient encore. Je l'ai connu personnellement, j'étais encore gamin. Il avait une quincaillerie à la rue de la Liberté. Et dans cette quincaillerie, on trouvait du tout. On avait non seulement d'ailleurs des produits ménagers, mais on trouvait absolument, c'était quelqu'un d'ailleurs plus, c'est à ce moment-là qu'il a compris, puisque presque tous les Indiens, même d'ailleurs les non-Indiens, venaient le voir pour lui demander conseil s'agissant des difficultés qu'il rencontrait dans la commune au plan personnel ou au plan judiciaire. Quand nous sortions d'école, pas moi seul, la plupart des jeunes prenaient un malin plaisir à aller discuter avec M. Sidambarom, puisqu'on apprenait des choses. Quand il nous parlait, on apprenait beaucoup de choses. Et on n'apprenait pas des choses pour nous instruire, mais pour connaître, c'est tout. Surtout d'ailleurs, il ne faisait pas de différence entre les adultes et les enfants et les jeunes. Il nous parlait comme si nous étions des adultes. La chose dont je me souviens, c'est que lorsqu'il m'a dit un jour,
la richesse la plus importante dans la vie, c'est l'instruction. Il faut absolument que tu t'arranges pour devenir instruit et à ce moment-là, tu pourras mener ta vie effectivement comme tu l'entends. Donc, Petit Dame Barham a toujours été une espèce d'exemple, de modèle pour les adultes, mais aussi pour les enfants. En cette même année 1900, M. Henri Lacaze-Pouncou, propriétaire de l'usine Marquisa, meurt d'une congestion cérébrale et laisse d'importantes dettes. La banque Crédit Foncier Colonial fait saisir l'usine. Celle-ci est vendue aux enchères à la barre du tribunal de Basse-Terre. Henri Sidan Barham s'en porte acquéreur et demande à sa banque de lui virer la somme nécessaire pour conclure cette bonne affaire. Mais à ce moment-là, l'argent était déposé dans une banque en métropole. Quand on a mis les plantations aux enchères, il a demandé à sa banque de lui envoyer la somme qu'on réclamait pour cette transaction. La banque a mis du temps, de sorte qu'au moment où véritablement la vente a été faite, Tidam Barham n'était pas encore en mesure de verser l'argent qu'on lui réclamait parce que ce n'était pas possible pour lui d'acheter véritablement cette plantation sans verser la somme qui était réclamée. Donc, c'est le Crédit Colonial qui a eu effectivement la chance d'acheter cette plantation, mais surtout d'ailleurs, on pense, et moi-même aussi je pense, qu'en définitive, on lui a barré la route. Même s'il avait l'argent, même s'il avait envoyé la somme qu'il possédait dans sa banque en France, on certainement ne lui aurait pas permis d'acheter véritablement cette plantation. On ne saurait accepter à ce moment-là qu'un Indien devienne propriétaire d'une plantation aussi importante. Les Indiens à cette époque subissaient une forte discrimination provenant des autres composantes de la population. Il y avait un racisme larvé à Capesterre. Ce n'était pas du racisme avoué, mais enfin l'Indien était considéré comme un être inférieur. Même par rapport à l'ancien esclave, il était inférieur parce qu'il était venu de très loin, alors qu'il y avait très longtemps que les nègres étaient déjà installés en Guadeloupe. De sorte qu'il fut un temps où même les jeunes gens, pour se moquer des Indiens, leur disaient « Ah, ça ne doit pas compter, si on fout ton tape en les fesses, ça va tomber. Alors vous êtes faible. » L'Indien avait la réputation d'être un homme qui n'avait pas beaucoup de force. Pourtant, véritablement, on ne voyait pas très bien les raisons pour lesquelles il y avait cette discrimination entre les non-Indiens et les Indiens. Mais pendant très longtemps, les mariages mixtes entre Indiens et Nègres ne se faisaient pas. C'était plus exactement, c'était très rarement qu'on voyait une Indienne épouser un Nègre ou un Indien épouser une Négresse. Mais n'empêche que progressivement, avec le combat mené par Henri Sidan Barham, on a constaté qu'il y avait une évolution dans le sens du progrès. L'année 1901 voit son père, Joseph Sidan Barham, rejoindre son épouse dans l'autre monde. La chose publique le passionnant toujours autant. Cela l'amène à devenir président de la Ligue des droits de l'homme et du citoyen et également tête de liste en vue des élections municipales de 1904 à Capesterre. Il remporte les élections, mais le destin décide autrement. Ainsi, à la suite d'une manœuvre traîtresse des membres de sa liste, il ne peut accéder au poste de maire, sous le prétexte qu'il est indien. De ce fait, c'est Anatole Céleste qui devient chef d'édilité à sa place. Au lendemain de ces trahisons, Henri Sidan Barham démissionne et s'engage dans un combat contre l'administration coloniale qui ne lui reconnaît pas ses droits électoraux, de même que ses congénères. Lors de la mise à jour de la liste électorale de la commune, il y inscrit des Indiens. Le propriétaire de l'usine et les colons ayant eu vent de l'affaire pressent le gouverneur de procéder à l'annulation de l'inscription des travailleurs indiens, prétextant qu'ils sont des sujets britanniques liés aux habitations par contrat. Que se passe-t-il en 1904? La commission électorale de Capesterre maintient sur la liste un grand nombre d'Indiens.
Et à partir de cet événement-là, le gouverneur et un certain monsieur Tarsis Samson vont faire appel de cette décision-là et interjeter appel devant le tribunal de paix. Mais cette démarche est rejetée par la commission de révision de la liste électorale. Maître Linière, un avocat du barreau de Basse-Terre, va représenter l'administration française. Ainsi, débute le mardi 23 février 1904, le procès politique des Indiens au tribunal de Capesterre. Moi, Henri Sidambarom, je ne demande pas que l'on puisse traiter de ce dossier là où on applique des lois exceptionnelles. Je demande simplement l'application des lois qui régissent la République. Je demande que l'on me dise que je suis un citoyen français à part entière. Finalement, le gouverneur va dans une lettre lui répondre, mais nous avons examiné la question, nous avons estimé qu'il n'y a pas lieu de poursuivre. Ceci étant, Sidambarom, qui est un juriste, qui est un homme de droit, qui est un homme d'équité aussi, dit, mais moi, je ne peux pas me satisfaire de cette décision-là. Je souhaite que l'on se place sous la bannière d'une décision de justice. Je veux qu'on me donne raison, mais en justice, pour qu'il n'y ait plus de contestation, pour qu'il n'y ait plus de différends de cette nature-là, et puis qu'on puisse reconnaître les gens de ma race, il faut qu'on dise le mot, et qu'on puisse reconnaître, parce que ça ne concernait pas seulement des Indiens. Il y avait dans le lot des personnes à qui on concernait les droits, il y avait un lot très important de personnes d'origine africaine. Et finalement, ça sera le ministre des colonies à l'époque qui viendra lui dire, bon écoutez, votre argumentation était valable, nous la prenons en compte. Et il demande surtout, il dit au ministre, il répond au ministre, écoutez, je veux être bon prince. Je veux être bon prince, j'aurais souhaité que ça soit une décision de justice, mais vous admettez, je voudrais que ça soit inscrit, n'est-ce pas, en lettres d'or dans les décisions qui seront prises. Je vous demande d'informer toutes les commissions électorales pour que ça soit la règle et que les Indiens soient inscrits définitivement sur les listes électorales. Malheureusement, le combat va recommencer en 1923, les Indiens se voyant refuser le droit de faire le service militaire. Henri Sidambarom reprit son bâton de pèlerin pour connaître un nouveau succès face à l'administration française. Le 21 avril 1923 voit l'épilogue du très long combat d'Henri Sidambarom. Raymond Poincaré, président du Conseil des ministres, décide d'octroyer définitivement la nationalité française aux ressortissants indiens, ainsi que le droit de vote. Nommé juge de paix suppléant du canton de Capesterre, de janvier 1944 jusqu'à 1948, fidèle à ses principes, il officie avec beaucoup d'humanisme. Albert Larochelle trouve en Henri Sidambarom une main charitable qui l'aide à entrer dans la vie professionnelle. M. Sidambarom est pour moi un exemple. Et surtout, c'est un homme, quand je cherchais ma voie, de difficultés déjà à l'époque, il n'a pas hésité. Il m'a tout de suite donné l'agrément de défendre les justiciables devant son tribunal, m'agréant comme mandataire agréé. C'est-à-dire, l'expression populaire de l'époque était agent d'affaires. Et nous étions deux agents d'affaires comme ce mandataire agréé à l'époque. C'était nommé Printemps de la Désirade et moi. Je le revois encore devant moi. Jamais de violence verbale. Je n'ai pas entendu M. Sidambarom, non, j'ai conscience, non, avec sénérité, il était à l'écoute. Et toujours cette tendance, non pas être contre l'administration, mais de juger équitablement. Et quand il y avait l'échelon des peines, le minimum, le maximum, eh bien, c'était toujours les minima qu'il donnait.
En 1948, le conseil municipal de la commune de Capesterre prend une délibération afin de lui attribuer la croix de la Légion d'honneur, demande votée et validée par le Conseil général de la Guadeloupe lors de sa séance d'octobre 1950. Enfin, pour moi, Sidhan Baroum est incomparable. Incomparable. Partir de presque zéro et arriver là où il est arrivé, je pense que ce n'est pas donné à tout le monde. Et il y a d'autres, bien entendu. Je vois aussi que Légitimus a été un homme de valeur comme Sidhan Baroum, mais il n'a pas eu l'aura qu'a eu Sidhan. Lui, c'était plutôt l'homme politique. L'homme politique qui est devenu maire de Bébao, qui est devenu conseiller général maire à Pointe-à-Pitre. Mais Sidhan Baroum n'a pas eu cette chance-là, tout au moins n'a pas eu ces possibilités-là. Mais Sidhan Baroum, véritablement pour moi, maintenant, on essaie de lui donner sa vraie place dans le patrimoine guadeloupéen. Et d'ailleurs, beaucoup d'Indiens ont formé des associations qui permettent effectivement de donner à Sidhan Baroum, à travers des manifestations importantes, la place qu'il aurait dû avoir depuis des lustres. Mais enfin, je pense qu'il est exclu que même pas dans les années, dans les jours qui viennent, on puisse parler de Sidhan Baroum comme on parle effectivement de Maître Garçon, même d'ailleurs de Victor Hugo, de tous ces hommes qui ont marqué véritablement la civilisation française et la civilisation mondiale en général. Il fait partie, moi je pense, de ceux qui, au même titre que les autres, que Delgrès, que autres, ont participé à la formation de cette citoyenneté guadeloupéenne, du Guadeloupéen d'une manière générale. Et il ne faut pas que l'on puisse oublier cette chose-là. C'est très très important. Et si aujourd'hui nous avons des Guadeloupéens qui participent, qui sont fiers, qui doivent être fiers, il faut dire qu'on le doit aussi à cet homme-là qui en partie a été un éclaireur, qui a été une lumière, qui a été un guide. J'aimerais que cela soit bien compris et que l'on puisse, n'est-ce pas, ouvrir les manuels pour que Sidhan Baroum soit étudié et qu'on puisse comprendre qu'il a mené un combat. À travers M. Sidhan Baroum, je ne peux pas dire quand même que je suis arrivé à la pensée, voyez-vous, sublime de ce monsieur, de ce nom de monsieur. Mais j'ai appris à aimer les hommes, souvent les pardonner. Hein? J'ai appris à ne pas leur faire ce que je veux qu'il me soit fait, mais à les aimer quand même. Henri Sidhan Baroum est miné par la maladie. Il est alité pendant plusieurs années, sans rééducation, et perd l'usage de ses jambes. Le 21 septembre 1952, à l'âge de 89 ans, il rend l'âme dans sa commune natale. Tenez.